Nouvelle semaine d'information, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres au sommaire de ce journal. Lancement ce lundi d'une chaîne nationale de solidarité dans le but de mobiliser des ressources additionnelles pour renforcer les actions de solidarité dans le pays. La chaîne est ouverte à tous et vient participer au bien-être des populations. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de santé. Le CHU d'Angré, ouvert en novembre dernier, est à ce jour fonctionnel. C'est le constat fait ce lundi par le ministre de la Santé, Eugène Akaouele. Un constat effectué pour s'assurer de la qualité des soins administrés et de la bonne gestion des patients dans le centre hospitalier. Dans l'actualité internationale, le sommet du G5 Sahel consacré à la situation au Sahel s'est ouvert ce 13 janvier à Pau. La France et les pays africains du G5 Sahel réunis ont décidé de renforcer leur coopération militaire face à la recrudescence des attaques djihadistes. 220 soldats supplémentaires français sont annoncés dans les régions concernées. Une chaîne nationale de solidarité pour venir en aide aux vulnérables. C'est une initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agira en somme de récolter des ressources financières ou matérielles pour appuyer les actions du ministère face aux nombreuses sollicitations des populations. Et la chaîne nationale de solidarité a été lancée ce lundi. En sait davantage dans ce reportage de Maïssa Nogo, commenté par Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, lance officiellement la chaîne nationale de solidarité. Une plateforme qui a pour objectif collecter des fonds pour soutenir les œuvres sociales et l'accès à la santé pour tous. C'est ce qui nous permet d'essuyer les larmes des populations en détresse, d'apporter le sourire à ceux qui en ont besoin, d'aider toutes les personnes qui sont dans la détresse, qui sont victimes de catastrophes, qui sont victimes de traite de personnes, les personnes à faible revenu, les communautés qui ont besoin de certaines infrastructures, qui puissent aider à résoudre des problèmes d'eau potable par exemple. Promesse de dons donc faite par les structures des secteurs publics et privés, les institutions, les partenaires techniques et financiers. Cette chaîne sera une plateforme nationale d'échange et de partage de tous les acteurs du social et de l'humanitaire. La chaîne nationale de solidarité est issue du Fonds national de solidarité créé en 1999 qui avait pour mission le financement de ces différentes interventions. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a dans son cahier de charge le suivi du renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire et de la protection sanitaire des populations. Et dans ce cadre, ce lundi, le personnel du CHU d'Angré a reçu la visite d'Eugène Akaouele, le ministre de tutelle. Après l'ouverture effective du centre hospitalier en novembre 2019, en novembre dernier donc, il s'agissait d'une visite de contrôle de la qualité des soins administrés et de la gestion des patients. Jean-Marc Djadji. Le ministre Eugène Akaouele visite les installations et les services du centre hospitalier universitaire CHU d'Angré, les services de consultation externe, les urgences, en passant par les services techniques, tout est passé au peigne fin. Le ministre a tenu à s'assurer du bon fonctionnement des services du CHU, tous opérationnels depuis le 4 novembre 2019 et après avoir été équipés. Nous avons voulu venir saluer et rendre hommage un personnel qui fait du bon travail. Depuis que ce CHU est opérationnel depuis le 4 novembre, nous avons attendu 2 mois et nous avons des échos les plus favorables. Nous ne devons pas nous contenter seulement de décrier ce qui n'est pas bon. L'excellence doit être célébrée. Je suis modestement venu célébrer cette excellence et dire à toute la Côte d'Ivoire que l'espoir est là quant à l'avènement d'un système de santé performant. Après des échanges avec l'administration, le ministre Akaouele a rassuré les populations sur les capacités du CHU d'Angré à répondre aux besoins actuels. Je dois saluer le CHU d'Angré qui nous permet d'assurer la continuité des services parce que nombreux sont les malades qui viennent aujourd'hui, qui auraient pu aller au CHU Yopougon, qui viennent ici. Et saluer également le personnel qui a été relocalisé ici, qui est également en place pour appuyer l'équipe du CHU Angré. Le centre hospitalier universitaire d'Angré affiche une hausse de 123% en volume d'hospitalisation et de 152% en consultation sur la période de novembre à décembre 2019.
Cette action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé ivoirien. Qui parle de santé parle également de salubrité. Et dans le Moronou, la commune d'Ara a décidé d'en faire son credo. Les populations ont organisé une opération de grand ménage pour l'assainissement de leur commune et le ministère en charge de ce volet était présent à cette opération qui s'inscrit dans son champ d'action. Eugène Atoubé. La ministre Anne Oloto et l'équipe en charge des actions de terrain de l'opération Grand Ménage n'ont rien eu à faire à Ara. C'est une ville débarrassée de ses ordures où les caniveaux ont été curés. Ara, une ville propre, de par la volonté de ses populations et de la municipalité. On a vu mon frère comme au village. C'est pour ça qu'on balaye tous les jours. Nos quartiers, on nettoie dans les caniveaux, on ne jette pas ordures dans nos quartiers. Nous appelons de tous nos voeux le soutien des opérateurs économiques, des administrations, de bonne volonté et surtout du gouvernement afin de nous aider. Tous les 13 quartiers de la commune d'Ara sont nettoyés au quotidien. Leurs habitants constamment sensibilisés à maintenir propre leur cadre de vie et œuvrer pour la promotion d'un environnement sain. C'est dans cet élan que la municipalité a institué un concours annuel récompensant le quartier le plus propre. L'édition 2019 a été remportée par le quartier Hébrain. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est félicitée de ce qui apparaît comme engagement de la mairie d'Ara. L'action sera prolongée à travers l'installation de comités communal et départemental de salubrité baptisés par le parrain Théophile Awandouli. Ces deux comités ont été mis en mission. Les populations ont pris leurs responsabilités et ont travaillé à rendre leur commune propre. Le gouvernement fait des efforts pour rendre aujourd'hui moderne notre système de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Mais à côté de cela, nous devons changer de comportement. La ministre Anne Oloto a été faite reine-mère d'Ara. Son nom de règne, Anoumou Akassi. La reine-mère exhorte les populations à observer en tout temps et en tout lieu un comportement éco-citoyen afin que la commune d'Ara soit une référence en matière de salubrité et d'assainissement. Parlons à présent de la lutte contre le travail des enfants. Les 9 et 10 janvier dernier, dans la région du Sud Comoé, 137 enfants ont été retirés des populations de cacao, de café et d'EVA et de bien d'autres activités illicites. C'est le résultat de l'opération BIA 3 de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic des enfants et de la délinquance juvénile. Et vous le verrez, plusieurs autres enfants ont été sortis de cars de transport en partance pour plusieurs régions de Côte d'Ivoire. L'opération a permis aussi l'arrestation de 13 trafiquants d'enfants et ces 137 enfants sortis des plantations ont été remis à leurs parents avec la sommation de les scolariser. Suivons attentivement les dessous de l'opération avec Mamadou Kouassi. 137 enfants en situation de travail dans des plantations de cacao, de café et de VA, également dans des secteurs d'activités jugées dangereuses, viennent d'en être retirés. 15 enfants provenant du Bénin et 10 filles venant du Nigeria, tous victimes de la traite des personnes, ont été interceptées sur l'axe Aboissou-Noé dans des cas de transport. C'est un coup de filet de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic des enfants et de la délinquance juvénile, appuyée des éléments de la préfecture de police d'Aboissou et de l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Après 2 jours d'action de terrain menée dans le cadre de l'opération BIA 3, victimes et auteurs présumés de la traite de personnes sont transférés à Abidjan pour la poursuite des enquêtes. Ils sont accompagnés par un certain nombre de trafiquants, des passeurs, mais leur destination c'est Abidjan. Donc au niveau d'Abidjan, il y a d'autres qui les attendent pour les prendre et les mettre dans la situation de travailler. Donc si la procédure s'arrête au niveau d'Aboissou, ça veut dire que ça sera une enquête inachevée. Il faut aller jusqu'au bout pour prendre ceux qui sont censés les prendre au niveau d'Abidjan. Après les écoutes faites par les assistants sociaux, les victimes du travail des enfants sont remis à leurs parents avec injonction ferme de les scolariser. On les a trouvés dans cette position aujourd'hui, j'insiste. Si on revient dans quelques semaines, on est tous dans la même position, c'est les parents qu'on va reprendre. J'ai dit hier, on a déposé 10. Pour vous, quand je regarde, on peut gérer. Vous pouvez retourner et puis penser à changer la vie de ces enfants. Elle doit apprendre un travail, un métier pour connaître. Elle ne peut pas rester comme ça. Tu as compris? On ne peut pas vendre de l'eau toute sa vie sur la tête. Plusieurs dispositions sont prises par la direction de la protection de l'enfant en vue d'assurer une prise en charge efficiente des enfants.
Ces enfants sont retirés systématiquement de ces espaces où ils étaient en train de travailler, soit en tant que mécaniciens, soit en tant que ferronniers ou même chaudronniers. Ces enfants seront immédiatement scolarisés. Et comme c'est une opération d'envergure, le gouvernement met à disposition tous les services, tous les ministères, pour que ceux-ci puissent prendre le relais chacun à son niveau. Les écoutes ont permis de déterminer des âges. Certains pourront être mis en apprentissage dans les centres de formation, tandis que d'autres pourront reprendre l'école formelle. Nous lançons un appel à tous nos parents, à tous, que la place des enfants, ce n'est pas dans les plantations, mais plutôt à l'école. L'avenir d'une nation appartient aux jeunes. Mais qu'est-ce qu'un jeune peut faire s'il n'a aucune éducation, s'il n'a aucune formation? L'opération BIA 3, qui arrive après celle de 2009 et de 2011, est une initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une action du cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire pour intensifier cette lutte. Après le Sud Komoué, les autres régions de Côte d'Ivoire seront investies afin de retirer les enfants des plantations et des autres activités jugées dangereuses. Toujours dans le domaine agricole, mais cette fois le secteur de la cacaoculture, les biopesticides favorisent la croissance de la production. Dans la région de l'Agnébitiassa, un champ qui en a fait l'expérience est passé de 750 kg à 2 tonnes de récolte l'hectare. Un exploit réalisé grâce à des techniques de l'agroforesterie alliées à l'utilisation de fongicides bio. D'autres régions du pays bénéficieront également de cette expérience menée dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, le projet PSI, et on en parle avec Walter Amadou Ouattara. Depuis une dizaine d'années, Ambroise Nko est planteur à Zaguié dans la région de l'Agnébitiassa. Cet ancien fonctionnaire de l'ex-compagnie Air Afrique a également travaillé en tant que gestionnaire de banque et agent à la marine nationale. Aujourd'hui, grâce à sa plantation, il est nominé au ICA International Cacao Award des Olympiades du cacao. Cela parmi 50 participants sélectionnés pour l'édition 2019. Pour y parvenir, Nko a intégré dans son plan d'action culturelle l'agroforesterie. Nous faisons une agroforesterie intelligente. Nous mettons l'accent sur les agrumes comestibles, mais également des essences comestibles telles que le ricino-dendron et de l'outil qu'on appelle acbi, le belchmieda manier qui est le blé. Nous faisons également du biocompostage, nous faisons du lombricompostage. Disons que nous essayons d'explorer toutes les voies de manière biologique pour que nous puissions avoir un cacao pesticide zéro. Pourtant, le chemin n'a pas été aisé pour ce planteur qui a dû affronter de nombreux obstacles au développement de son verger. Au nombre des difficultés connues, la pourriture brune du cacaoyer. Une maladie qui occasionne des pertes de production allant de 60 à 80%. Les travaux de recherche de Siloué, docteur en agrophysiologie et phytopathologie, ont énormément aidé le planteur Nko. Sa production a augmenté d'environ 3 fois grâce à l'application de 2 fongicides bio. Les produits que nous utilisons dans notre unité sont des produits qui sont tirés à base des plantes alimentaires. Ce sont des plantes que les Ivoiriens consomment au quotidien. Donc il n'y a pas d'effet nocif sur la santé. Aujourd'hui, nous sommes passés de 750 kg à pratiquement 2 tonnes l'hectare. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, projet PSI en sa composante 3, qui tient à promouvoir la lutte intégrée contre les nuisibles à travers les fongicides bio. L'usage du biopesticide a permis de protéger les cabosses dès leur floraison jusqu'à la production. Pour nous, c'est un résultat assez encourageant, assez satisfaisant. Dans le programme Agnébi, nous avons à peu près 24 coopératives qui existent dans ces zones avec à peu près 1500 planteurs. Ils ne sont pas loin d'Abidjan. Donc on peut, avec l'utilisation de ces biopesticides, passer déjà à cette échelle
pour réduire l'utilisation des pesticides de synthèse. Débuté en 2015, le projet PSI est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA et par la Banque mondiale avec un appui estimé à 1 milliard de francs CFA. C'est pour s'imprégner du niveau d'avancement de la dernière phase du projet qui s'achèvera en juin 2020 qu'une délégation de la Banque mondiale s'est rendue au champ-école d'Azaguié. À la suite des visites et des échanges, on retient que dans l'ensemble, la délégation assure être satisfaite par les résultats du projet PSI. Nous restons dans le même secteur et intéressons-nous à présent aux activités des éleveurs et vendeurs de volailles et de lapins. Après les fêtes, c'est la période du bilan. Pour la plupart, ce fut une bonne période de vente et certains, en ce mois de janvier, parlent même de rupture de stock. Nos équipes ont visité ces éleveurs pour vous informer sur leur vie après les fêtes. Le reportage de Jean-Luc Gbangbo. Dans cette petite ferme située dans la banlieue abidjanaise, c'est l'heure du bilan après les fêtes de fin d'année. Omar, le propriétaire des lieux, redynamise ses troupes pour les échéances futures, malgré des résultats probants. Parce que même après les fêtes, les gens continuent toujours de consommer le poulet. Donc c'est de ne pas seulement laisser, on a vendu uniquement pendant le mois de décembre et puis après on les laisse comme ça. On s'était fixé un objectif de 5 000 et nous avons quand même pu dépasser vraiment ce cap de production. C'est environ déjà entre 10 et 12 millions déjà que nous avons pu faire avec l'ensemble des ventes que nous avons effectuées pendant cette période. Une cadence que veut maintenir ce jeune chef d'entreprise, même après les fêtes. C'est le deuxième week-end du mois de janvier, donc ils seront prêts déjà pour la vente. Donc dès demain déjà, nous allons abattre autour de 500 sujets et ça sera comme ça donc, pendant tout le mois de janvier. Janvier, un mois qui correspond bien souvent à une période de flottement chez les éleveurs et dont veut profiter Omar. Depuis la première semaine déjà, on a beaucoup d'appels, beaucoup de personnes, parce que la plus bon nombre d'éleveurs ont vidé leur ferme et ils attendent, avec l'harmattan aussi qui est un facteur, on ne peut pas faire venir des poussins parce qu'il fait beaucoup froid. Donc beaucoup attendent donc le mois de février, le temps de laver le bâtiment, de faire le vide sanitaire. Donc nous on profite aussi de cette occasion-là pour pouvoir aussi écouler nos produits. Des fermiers qui veulent continuer de se frotter les mains, pendant que, sur les marchés de volailles, les revendeurs, eux, continuent de savourer les bonnes affaires de décembre. Si elle prend la fête, il n'y a pas du mal le temps de causer avec vous trop. Et elle a dû m'occuper de mes clients. Mon souhait chez les clients vient chaque jour. C'est quoi on voulait, on a eu. On a fêté en paix. Et nous, en ce qui nous concerne, nous on peut dire merci parce qu'on a envoyé les poulets sur le marché et puis c'est fini. Parce que souvent, quand ça ne finit pas, c'est un problème. La viande de volaille, un penchant définitivement affirmé en Côte d'Ivoire. La consommation de volaille par habitant et par an est passée de 0,43 kg en 2006 à 2,2 kg en 2019, selon l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI. Un autre penchant naissant, celui-là pour la viande de lapin. Mamadou Soro a beau être l'un des plus grands éleveurs de lapins du pays, il n'a pu échapper à la rupture de stock d'après les fêtes. Bonjour. La livraison ne serait pas possible. Il ne reste que les jeunes, les enfants, et puis les reproducteurs et reproductrices. Voilà. Donc actuellement, il n'y a plus rien à vendre. Des propos qu'il tient à ses clients depuis environ 2 semaines. Mamadou Soro vend en moyenne 500 lapins chaque 2 mois. Une quantité largement insuffisante au regard de l'engouement que suscite cette viande. Les supermarchés demandent plus que notre production. Et puis maintenant, on est arrivé aussi chez les particuliers, les restaurants. Voilà. L'élevage même du lapin, il n'y a pas de période. Voilà, il n'y a pas de période. Ça sort tout le temps. Président de la Société coopérative des producteurs de lapins d'Anyama, Mamadou Soro exhorte les Ivoiriens à l'élevage de cet animal afin de combler cette forte demande et favoriser un marché local qui irait au-delà des périodes de fête. Nous parlons d'économie à présent, l'importance des statistiques de finances publiques dans la gestion et l'évaluation des politiques budgétaires est depuis ce lundi l'objet d'un séminaire ouvert à Abidjan. C'est une rencontre régionale organisée par le Centre régional d'assistance technique monétaire internationale pour l'Afrique. Le point avec Jean-Luc Gbangbo. Ils sont une quarantaine de représentants des ministères de l'économie et des finances ainsi que du budget des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest à prendre part à ce séminaire. Ces derniers seront instruits et sensibilisés aux normes et principes du manuel de statistiques de finances publiques 2001 et sa version révisée de 2014. Des réformes qui ont été initiées dans le cadre de la gestion des finances publiques et qui exigent l'appui et l'implication des plus hautes instances.
Au regard des enjeux et pour l'atteinte des objectifs de la politique publique, le processus de migration des statistiques aux normes internationales en vigueur devra être inscrit dans le programme d'activité des premiers responsables des ministères économiques et financiers. Il nous revient donc de soutenir et de faciliter la production de statistiques afin de disposer de données comparables au niveau international et régional qui permettent la détection précoce des sources de vulnérabilité, mais aussi d'adopter des mesures correctrices appropriées. Les participants verront au thème des 5 jours que durera ce séminaire leur connaissance renforcée en analyse des principaux soldes et agrégats, ce qui leur permettra de mieux apprécier l'efficacité de la politique budgétaire et de la dépense publique. Sur le plan diplomatique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon se consolident. Les deux pays partenaires, dans plusieurs secteurs déjà, ont signé ce lundi un accord bilatéral pour la protection des droits des investisseurs issus des deux pays. Éric Goré. Côte à côte, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et l'ambassadeur du Japon procèdent à la signature d'un accord. Cet accord vise à promouvoir et à protéger les droits des investisseurs ivoiriens et japonais installés dans ces deux pays par des traitements équitables. Avec la signature de cet important accord, l'année nouvelle commence sous de bons auspices dans les relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Un accord qui intervient suite à la volonté du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, de renforcer les relations entre ces deux États. À titre de rappel, l'ouverture des négociations de cet accord a été annoncée par le Premier ministre du Japon, Abe Shinzo, et le président Alassane Ouattara lors de l'entretien bilatéral au sommet en marge de la TICAD 6 il y a 4 ans à Nairobi. Je suis très heureux que nous soyons arrivés à concrétiser la volonté des deux dirigeants par la signature effective de ce jour. Pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, cette énième signature d'accord avec le Japon est profitable pour notre pays. J'ai la ferme conviction que cet accord ouvrira de nouvelles perspectives de coopération déjà excellentes entre la Côte d'Ivoire et le Japon et encouragera les opérateurs économiques japonais à investir davantage en Côte d'Ivoire, porte d'entrée d'un vaste marché ouest-africain de plus de 350 millions de consommateurs. La Côte d'Ivoire et le Japon sont des partenaires dans plusieurs secteurs éducatifs, santé, sécurité, économique, culturelle, entre autres. Divo célèbre ses meilleurs élèves à l'occasion d'une journée dite de l'excellence et de l'orientation. C'est une initiative du député de la commune, le docteur Famoussa Koulibaly. Et cette première édition, une centaine de prix a été décernée aux meilleurs élèves et également aux meilleurs enseignants de Divo. Cette célébration du mérite est rapportée par Davy Soyo et Franck Quadio. Divo, capitale de la région du Lot-d'Ivoire en fête. Les meilleurs élèves du CP1 à la terminale, enseignants et acteurs du monde éducatif de la localité célébrés. Ils reçoivent des prix différents lots et des chèques. J'ai eu le bac avec 288 points. Et la mention bien. Ça serait un exemple pour tous mes petits frères qui sont dans les classes antérieures de faire comme moi, de suivre les conseils des professeurs et de les mettre en pratique. Je vais me mettre à étudier, à apprendre mes leçons pour qu'encore l'année prochaine je puisse être major. Nous sommes à la première édition de la journée de l'excellence et de l'orientation de Divo, initiée par le député Famoussa Koulibaly. Placée sous le thème promotion de l'excellence et choix d'orientation gage d'une école de qualité et de construction de citoyens modèles. Cette journée vise à inscrire Divo dans l'élite scolaire au niveau national. Nous avons décidé d'accompagner l'action gouvernementale en ce qui concerne la promotion de l'excellence qui a été toujours prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire. 100 acteurs du système éducatif de Divo récompensés à hauteur de 20 millions de francs CFA. Cette célébration de l'excellence et du mérite bénéficie de l'appui du gouvernement. Rien de constructif ne peut se faire dans le désordre, dans la violence. Donc il faut que nos enfants soient disciplinés. C'est la discipline qui est réceptive, n'est-ce pas, du savoir.
cette activité est soutenue par le ministre Amédée Kouakou dans la mesure où il s'agit de la réalisation d'un pan important du programme prioritaire du gouvernement. Ce pan-là, c'est la création, c'est l'émergence de l'Ivoirien nouveau. Un Ivoirien qui aime son pays, un Ivoirien qui aime le travail bien fait. La célébration, certes, mais une journée aussi pour conseiller les élèves dans leur choix de filière de formation après le baccalauréat. Autre point d'orgue, une conférence prononcée par un produit de l'école de Divo. Seni Mahamadou Ouedraogo, actuel ministre de la fonction publique du Burkina Faso. Autre festivité à présent dans le domaine culturel, la 9e édition du Festica, le festival culturel des arts d'Abobo. Le festival a été lancé le 29 décembre dernier. Il a pour thème « Non aux migrations clandestines » et l'objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse d'Abobo sur les dangers de ce phénomène. Parga se reconnaît. Complexe sportif d'Abobo, lieu choisi pour le festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2019. Cette 9e édition avait pour thème « Non aux migrations clandestines ». Objectif, sensibiliser les populations en général et la jeunesse en particulier contre ces phénomènes qui endeuillent de nombreuses familles. Une initiative de l'animateur de la radio Fréquence 2 Kunta Madère. Non à l'immigration clandestine. J'invite tous les jeunes à rester ici en Côte d'Ivoire, se battre pour réussir, car notre pays est le pays de tous les espoirs. Le message du commissaire du Festica, appuyé par les artistes qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Il y en a qui sont là-bas, ils veulent revenir. Nous voulons interpeller nos frères pour leur dire qu'ici aussi, on peut réussir. Il n'y a pas de raison de vouloir aller de l'autre côté obligatoirement, parce que même là-bas, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas encore trouvé une solution à leurs questions. Les populations, elles, ont communié avec leurs artistes préférés. Elles n'ont pas boudé leur plaisir. Comme les années précédentes, cette année encore, le Festica a vu la participation du conseil municipal avec à sa tête le maire Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par ses plus proches collaborateurs. Ils ont encouragé et félicité les organisateurs avant de leur traduire tout le soutien du premier magistrat de la commune. Je voudrais engager les jeunes de la commune d'Abobo à être attentifs aux poèmes que vos camarades jeunes élèves ici sont venus dire, mais surtout attentifs à ce thème de l'immigration clandestine, pour dire que l'Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ici, c'est à Abobo. Cette année, la communauté sénégalaise était à l'honneur. Elle était représentée par son consul général. Festica, c'est aussi les jeux, le concours Miss et la danse, mais également l'exposition des œuvres d'art. Sur la scène politique, cette fois en Côte d'Ivoire, le RHDP consolide ses bases dans la région du GO. Une coordination régionale a été installée pour cela par le ministre Alain Richard Donvaï. Et l'ordre de mission, c'est de promouvoir les idéaux du RHDP dans cette région. Le point avec Mamadou Kouassi. Ils sont 8 coordinateurs régionaux, dont 4 associés, 13 coordinateurs départementaux, 16 communaux et 33 pour le compte des sous-préfectures du GO. Soit un total de 110 commandos pour faire du RHDP, le parti leader dans la région du GO. Cette coordination conduite par Bagnon Djedje a été investie par le ministre Alain Richard Donvaï, chef de délégation de la direction du parti. En recevant leur feuille de route, les nouveaux coordinateurs ont fait la promesse d'installer le RHDP dans toutes les contrées de cette région et à faire adhérer les populations du GO aux idéaux du RHDP. Relever le défi, oui, relever le défi parce que nous voulons gagner les élections en 2020. Et nos militants sont prêts pour tout mettre en œuvre pour que ça soit une réalité. À Gagnoa, quand on prend les statistiques de toutes les élections passées, nous avons gagné. Que ce soit présidentielle, régionale, le maire également et RHDP. Donc nous n'avons aucune crainte, il n'y a pas de raison que ça évolue dans le sens inverse. Néanmoins, nous sommes mobilisés pour qu'on ait un score supérieur aux prochaines échéances. Le ministre Alain Richard Donvaï félicite les militants, surtout les jeunes du RHDP, pour leur mobilisation. L'émissaire de la direction du RHDP
invite les coordinateurs à plus d'engagement et à l'union pour réussir cette mission. Mais nous avons décidé à un moment donné de nous rassembler, d'être ensemble. Parce que nous avons compris que la division ne nous apporte rien. Nous ici dans l'Ouest, nous avons souffert de la division. Nous ici dans l'Ouest, nous n'avons pas su au moment où il fallait nous rassembler. Nous ici dans l'Ouest, nous sommes des hommes et des femmes sur lesquels nous pouvons compter. Et la Côte d'Ivoire compte sur nous. Venus des villages et communes de la région de Gor, ces militants du RHDP ont pris l'engagement d'accompagner leurs différents responsables pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. L'actualité hors de nos frontières à présent, le sud-ouest de la France a accueilli ce lundi une rencontre du G5 Sahel à l'initiative d'Emmanuel Macron, le président de la France. Réunis dans la ville de Pau, ils ont souhaité la poursuite de l'engagement de Paris pour lutter contre le djihadisme dans la région. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur le terrain. La France, qui a perdu 41 hommes au Sahel depuis sa première intervention en 2013, avait insisté en décembre dernier pour obtenir une clarification des pays de la région du Sahel après des accusations d'ingérence et de visée néocolonialiste. Il a été également convenu par les membres du G5 Sahel la mise en place d'un nouveau cadre politique stratégique et opérationnel baptisé Coalition pour le Sahel et qui rassemble le G5 Sahel, la force Barkhane et les pays partenaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal sur RTI1. Bonsoir à tous.